Bon, à la base, cette vidéo ne devait pas être sur un membre du nouveau Front Populaire. Mais bien évidemment, il ne se passe pas une semaine sans qu'il ne descende la barre un cran plus bas. Et cette fois-ci, un sacré cran. Aujourd'hui, nous allons parler d'Andy Kerbrat, un député LFI plutôt discret qui s'est fait prendre en flagrant délit d'achat de stupéfiants à un enfant dans une station de métro, comme un random craquette de la place de Stalingrad. Comme à notre habitude, on va dans un premier temps rire de la nouvelle, puis analyser ce que cela dit de nos élus. Et nous parlerons plus particulièrement d'une certaine rhétorique fallacieuse et dangereuse utilisée trop souvent par l'extrême gauche en France. Pour ceux qui seraient passés à côté, ce lundi 21 octobre 2024, Andy Kerbrat, député LFI de la seconde circonscription de la Loire-Atlantique depuis 2022, s'est fait prendre en flagrant délit en train d'acheter des produits stupéfiants à un mineur dans le 18e arrondissement de Paris. La drogue qu'Andy Kerbrat achetait à ce moment-là est la 3-MMC, appelée la 3M ou encore la 3 pour les intimes. La 3-MMC est une drogue de synthèse nouvellement arrivée sur le marché français. Étant un citoyen normal, je n'en avais bien évidemment jamais entendu parler, donc j'ai fait quelques recherches. La 3-MMC, pour 3-méthylméthcatinone, est une drogue de synthèse identifiée pour la première fois en 2012 en Suède. Elle fait partie de la famille des catinones. Elle est utilisée en substitut de la MDMA, la drogue des amoureux, nommée comme cela pour son effet empathogène. Je m'explique. Lors de la prise de MDMA ou de 3-MMC, le drogué subit un effet psychoactif qui augmente les sentiments d'empathie, de connexion émotionnelle, de compréhension et de bienveillance envers les autres. Les empathogènes agissent généralement sur des neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine et l'ocytocine, des substances chimiques du cerveau qui jouent un rôle dans les émotions et dans les relations interpersonnelles. En stimulant la libération de sérotonine, ces substances intensifient les sentiments de bonheur et de satisfaction tout en diminuant les inhibitions sociales, ce qui encourage les interactions positives et une communication plus ouverte. Cette drogue est le plus souvent utilisée dans des contextes festifs, plus particulièrement lors de soirées dites de chemsex. Le chemsex désigne l'usage intentionnel de drogues psychoactives dans un contexte de relations prolongées, souvent entre partenaires multiples. Le but recherché est d'intensifier le plaisir sexuel, de réduire les inhibitions et de prolonger l'activité sexuelle. Les plus vifs d'entre vous ont dû faire tilt, puisque la connaissance de la notion de chemsex s'est généralisée récemment avec l'affaire Palmade, qui après une soirée chemsex et toujours sous l'emprise de 3-MMC, a percuté une automobiliste enceinte depuis 6 mois et demi, lui faisant perdre son bébé. Cette drogue est également psychoactive, ce qui induit des risques pour la santé mentale. L'utilisation de drogues psychoactives peut provoquer des crises d'angoisse, de la paranoïa, des dépressions ou des épisodes psychotiques. De plus, étant très récentes, les effets sur le long terme ne sont absolument pas connus. Et si, sur le long terme, cette drogue empêche de faire des choix éclairés, même plusieurs jours après la prise, un député peut-il vraiment prendre ce risque ? Bon, ça c'est pour la substance. Parlons maintenant du trafic. La synthétisation de la 3-MMC se fait principalement dans des laboratoires clandestins, en Inde et en Chine, où les précurseurs chimiques nécessaires sont plus facilement disponibles et la réglementation des substances psychoactives est parfois moins stricte. Ces drogues de synthèse sont ensuite exportées vers l'Europe et d'autres continents. La 3-MMC et d'autres substances analogues sont souvent vendues en ligne sur des sites spécialisés ou sur le dark web, puis distribuées localement par des réseaux de trafic. Cependant, à mesure que les autorités renforcent les contrôles aux frontières et surveillent les points d'entrée, il arrive que certains groupes tentent de fabriquer ces substances en France ou dans des pays voisins pour contourner les restrictions et minimiser les risques d'importation. Après cette arrestation, nous avons eu droit aux avis de chacun, des députés, des ministres, des journalistes. Mais un sujet a été trop peu mentionné. Le dealer d'Andy Kerbrat était mineur, un enfant. Certaines sources parlent de seulement 14 ans. Oui, c'est possible. Un député de la nation achète de la drogue en pleine rue à un enfant et ce fait est quasiment ignoré. Et c'est un phénomène beaucoup plus large et problématique que cela met en avant. Les trafics de stupéfiants en France sont de plus en plus gros et de plus en plus organisés. La France protège les mineurs de la justice, et notamment dans le trafic de drogue. Et cela, les trafiquants en ont pleinement conscience. C'est pour cela qu'ils recrutent et envoient des mineurs effectuer les transactions dans la rue ou faire le travail de guetteur. Et forcément, un jeune issu d'un quartier populaire et baignant dans le milieu sera vite influencé et l'appât du gain fera le reste. C'est pour cela qu'il faut des gens responsables autour de ces jeunes pour les aider à ne pas tomber dans le trafic et à détruire leur avenir.
Et qui de plus responsable qu'un député de la nation? Je savais que chez LFI, l'attention portée aux problèmes de délinquance et de trafic n'était pas la priorité, mais de là à financer ces activités, avoir un député impliqué directement dans la destruction de l'avenir des jeunes. Et pourquoi? Pour des soirées de collectif. Et c'est ce type de personne qui prend des décisions pour l'avenir des citoyens, qui est censé peser le pour et le contre lors des votes, parfois sur des sujets techniques, sur des problèmes éthiques, pratiques, voire moraux, alors qu'il ne semble même pas capable de se tenir à l'écart des dérives qui alimentent le trafic chez les jeunes. Vous me direz, c'est comme de l'Ogu, c'est sûrement un cas isolé, et puis son camp politique ne peut quand même pas tolérer tel comportement. Eh bien, voyons ça. À la suite des révélations de cette affaire par le média Valeurs Actuelles, les réactions ne se sont pas fait attendre. Les oppositions se sont évidemment insurgées qu'un élu de la République puisse déshonorer à ce point sa fonction, et à juste titre. Comment soutenir de tels agissements dans une période où la défiance vis-à-vis des politiques est au plus haut, et où le sujet de l'utilisation de l'argent par les agents de l'État fait débat? On aurait pu penser que LFI, et par extension le NFP, se désolidariserait d'Andy Kerbrat, tout comme il l'avait fait lors des affaires Adrien Quatennens ou Hugo Prévost. D'autant plus qu'il s'enorgueille d'être du côté du peuple et de la vertu. Eh bien, pas du tout. Au contraire même. Des vagues de soutien se sont exprimées au sein de toute sa famille politique, de Sandrine Rousseau à Mathilde Panot, sans oublier l'indéboulonnable Jean-Luc Mélenchon. Pour l'occasion, un nouveau terme a été créé. Il faut parler maintenant de toxicophobie, pour discréditer ceux qui auraient l'audace de critiquer le député. C'est bien évidemment un détournement de l'attention, en essayant de renverser l'accusation. Et cela s'inscrit dans la ligne de la tactique de la victimisation permanente qu'emploie systématiquement la LFI. Au-delà du fait que le comportement du député participe à la misère et à la violence dans des populations que prétend défendre la gauche, il y a là une forme d'escroquerie intellectuelle. C'est bien la gauche qui dénonce, fustige et condamne à la moindre suspicion de culpabilité. Et c'est bien leur droit. Pourtant, la liste des écarts dans leur rang est longue. Quatennens qui frappe sa femme, Carlos Bilongo qui profite de la misère des HLM ou encore Hugo Prévost accusé d'agression sexuelle. Pour une famille politique qui prône le partage des richesses et le féminisme, et qui, de manière générale, se veut détentrice de la bonne morale, le ménage n'a clairement pas été fait. Comment alors peuvent-ils être si prompts à relever les écarts de probité des autres, alors même qu'il y a tant de brebis galeuses chez eux? C'est bien tout le problème de s'ériger en modèle de vertu. Le moindre écart vous décrédibilise. On se rappelle de la séquence de Louis Boyard, qui, sans qu'on lui ait rien demandé, se vantait presque d'avoir vendu de la drogue étant plus jeune. Je vais pas te mentir, j'ai dealé. Hein. Non, c'est pas vrai. Si, je vous jure. Voilà, moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais moi, à un moment, j'étais en galère. On m'a proposé le bail, j'ai fait. Non, c'est pas vrai. Alors, comment c'est passé? Bah, je connaissais un mec, il avait du gros, il m'a fait passer, voilà. Mais ça date. Mais pas que c'était de la merde. Mais non, mais en fait, le truc, c'est que j'avais pas le choix. C'est moi, sinon, comment je fais mes études? Tu peux pas dire que t'avais pas le choix. Tu on a toujours le choix. Mais en fait, vous me faites marrer avec les petits boulots parce que. C'est toi qui disais de ça tout à l'heure, qu'il fallait travailler. En fait, le truc, c'est que si jamais vous dites. Bien consciente que cette révélation ait l'air d'un mensonge, on sent dans son affirmation qu'il voulait passer le message qu'il y ait une sorte de bravoure, de courage à se lancer dans le trafic de stupéfiants. Comble de l'ironie et de l'hypocrisie, Andy Kerbrat lui-même fustigeait les trafics de drogue et militait pour la lutte contre ces trafics. Est-ce que ça veut dire que la France insoumise décide publiquement, ouvertement, de ne pas s'emparer de ces thématiques-là, de cette thématique de la sécurité? Je pense que vous ne connaissez pas mes positionnements et les sujets que j'ai pu porter sur la deuxième circonscription, sur par exemple les plaques tournantes qu'ils peuvent avoir sur les quartiers Malakoff ou Bautière, qui sont les zones de ma circonscription, sur le fait que, comme peuvent le dire certains habitants, ils ont peur pour leurs enfants pour deux raisons, soit de tomber sur la BAC qui a des comportements racistes, soit de tomber sur un règlement de compte entre dealers qui peut menacer d'un coup de balle leur enfant. Donc moi, en fait, je me positionne toujours, comme je peux le faire au niveau des peuples à l'international, au niveau des populations, au niveau des habitantes et habitants de la ville de Nantes. Et je comprends. Et en réalité, je vais vous dire, je soutiens cette initiative des habitants de Bellevue, car je trouve qu'elle est essentielle, elle est salutaire. Elle sort de la vision purement sécuritaire. J'entends que les moyens de police sont essentiels, mais je le rappelle, la lutte contre la drogue, avant tout, avant de mettre des bleus dans la rue, c'est la police judiciaire, c'est le démantèlement des réseaux et des trafics humains. Par ailleurs, le jour de son interpellation, il avait signé une pétition contre la pratique du chemsex, le roi des hypocrites. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et il sait bien que son cas est inexcusable. Il suffit de se pencher sur son communiqué à la suite de la révélation de l'affaire.
il y fait certes son mea culpa, mais pour mieux noyer le poisson ensuite. À plusieurs reprises dans ce court document, il s'émeut que le journal Valeurs Actuelles, généralement placé à l'extrême droite, ait rendu cette affaire publique. Il dénonce la porosité entre les sources policières et les médias d'extrême droite, qui ont précocement divulgué des informations en cours d'instruction. Pour autant, voit-on la France insoumise se plaindre lorsque ces mêmes pratiques sont utilisées par Mediapart ou d'autres journaux contre leurs adversaires politiques ? Absolument pas. Par ailleurs, n'est-ce pas le rôle de la presse d'être un contre-pouvoir dans une démocratie ? Il faudrait donc que le politique ait un droit de regard sur l'information ? C'est une conception toute particulière de la liberté de la presse, et une tentative à peine cachée de détourner l'attention. Mais c'est le fameux théorème de Charles Pasqua. Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire, et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. L'affaire Andy Kerbrat est une synthèse des contradictions qui gangrènent la classe politique française et ternissent sans cesse la réputation de nos élus. Ce dernier scandale montre bien comment certains représentants s'autorisent des comportements graves tout en évitant ou en tentant de minimiser leurs responsabilités, avec des justifications souvent ridicules qui révèlent une gymnastique intellectuelle et morale incompatible avec une vision d'avenir pour le pays. Entre double discours et valeurs brandies pour mieux être trahis, difficile de croire que ces politiciens soient là pour défendre l'intérêt commun. Au-delà de ce constat amer, une chose est claire. Aucun salut ne viendra tant que ceux qui nous gouvernent ne dépasseront pas leurs intérêts personnels et calculs politiques. Mais rien ne nous empêche, nous, de prendre en main notre destinée. Que ce soit en contribuant positivement autour de nous, en nous formant, en développant nos projets ou en agissant à notre échelle pour améliorer notre avenir, nous pouvons créer un futur plus solide et prometteur, sans attendre que les politiques le fassent pour nous. Ça me fait penser à un apocryphe de Confucius, qui disait « L'homme de peu attend tout des autres, l'homme de bien attend tout de lui-même ». Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker, ça aide énormément, surtout que la chaîne est à ses débuts. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt.